Salut tout le monde. Bon, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai toujours eu un faible pour les Peugeot. Peut-être parce que j'ai des tonnes de souvenirs avec cette marque. Les routes de vacances dans la 505 familiale, mes premiers coups de volant dans la 305 de ma mère, mon permis passé sur une 205, ou encore ma 306 achetée avec mes tout premiers salaires de vie d'adulte. Et encore, j'en aurais plein d'autres à vous raconter, mais pour ça, il faudrait presque que je vous en fasse un épisode spécial. En tout cas, il faut croire que Peugeot me le rend bien, puisque la seule vidéo que j'ai fait sur cette marque est aussi la seule qui a dépassé les 200 000 vues sur ma chaîne. Alors puisqu'elle a semblé vous plaire, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques modèles oubliés que j'aurais bien aimé voir sur nos routes. Allez, c'est parti! Depuis le début de la chaîne, je n'arrête pas de vous parler de voitures anciennes. C'est d'ailleurs un peu pour ça que vous êtes là, je suppose. Mais si aujourd'hui je pouvais m'en acheter une, mon cœur pencherait sévèrement vers une 504 coupée. Pas une cabriolet, non, une coupée. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai toujours adoré cette caisse. Pourtant, même quand j'étais gamin, j'ai toujours trouvé la 504 d'origine vieillotte. C'est pourtant un modèle historique de la marque qui a connu énormément de déclinaisons. Et de toutes ces déclinaisons, il y en a une qui a fini aux oubliettes, mais que j'aurais bien aimé voir garée devant chez moi. Alors petit retour en arrière. À la fin des années 70, Matra a eu une idée sûrement trop en avance sur son temps, en sortant la Rancho, une sorte de SUV avant l'heure. En imaginant un utilitaire familial, Matra a pris la clientèle à contre-pied, mais a sûrement aussi donné des idées à la concurrence. Je vous ai déjà parlé du VVA, le véhicule vert Alpine, dans une précédente vidéo, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la 504 Loisir imaginée par Eliez? Si la Rancho était basée sur la Simca 1100 Pickup, c'est tout naturellement que Eliez s'est servi de la 504 Pickup pour proposer son concept de véhicule de loisir. Et franchement, il a repris exactement la même recette. Eliez a donc tout simplement dégagé la benne pour y adapter une coque en polyester largement vitrée, avec l'avantage pour la Peugeot d'offrir plus de place grâce à un châssis plus grand. Pour lui donner un faux air de baroudeur, Eliez a aussi rajouté des inserts en bois sur le tableau de bord, des grilles de phare, des projecteurs additionnels au-dessus des ailes et des pneus tout-terrain, même si la transmission 4x4 d'Angel n'était absolument pas au programme. De toute façon, avec son petit moteur de 57 chevaux seulement, pas question d'aller jouer les franchisseurs sur des pistes de montagne. Finalement, la direction de Peugeot, trop occupée avec le rachat de Chrysler et avec une 505 dans les starting blocks, va recaler le projet le jugeant pas assez rentable puisqu'il s'attaquait à un marché de niche beaucoup trop réduit. Bon, on peut difficilement leur reprocher cette décision quand on voit que la Rancho s'est à peine vendue à 56 000 exemplaires en 7 ans. Pourtant aujourd'hui, la petite Rancho connaît un regain d'intérêt grâce à la mode des Youngtimers. Et bien qu'il soit difficile d'en trouver un modèle en bon état, sa cote ne fait que monter. Alors imaginez un peu quelle serait celle d'une 504 Loisir quand on sait que la cote d'amour des collectionneurs envers la 504 n'a jamais baissé. Gruot, le spécialiste de préparation d'utilitaires, tentera un peu le même coup quelques années plus tard avec cette 505 Pickup double cabine, peut-être pour aider Peugeot dans sa tentative de conquête du marché américain, où ce genre d'engin se vend sûrement plus facilement que dans l'Hexagone. Mais encore une fois, le projet finira aux oubliettes et les 6 prototypes seront vendus à des particuliers. La 504 Loisir, elle, a rejoint les collections du musée de l'aventure Peugeot de Sochaux, qui l'a racheté après la faillite de Eliez. Et vous devez bien vous en douter, mais ce projet n'est pas le seul à se retrouver dans les entrailles de ce musée, parce que pas loin de là, on en retrouve un autre qui, j'en suis sûr, va beaucoup vous plaire aussi. On reste donc dans les années 70 pour parler d'une sorte de cadeau d'anniversaire. En effet, en 1976, pour fêter ses 25 ans de partenariat avec Peugeot, Pininfarina va offrir à son partenaire sochalien ce petit roadster à l'esprit sportif, la Peugette. Initialement prévue pour s'appeler la Peugeot Jeune, les designers la voyaient déjà équipée au choix d'une capote souple ou d'un hardtop. C'est finalement sans aucun de ses atours et sous le nom de Peugette qu'elle sera dévoilée au Salon de Genève en 2 versions. Une version roadster, 2 places, avec juste un pare-brise et un arceau derrière les passagers, et une version barquette monoplace qui aurait plus trouvé sa place sur les circuits que sur route ouverte. Basée sur la 104 ZS et son moteur de 66 chevaux, la petite sochalienne a été entièrement rhabillée par une carrosserie en polyester au design tendu et parfaitement symétrique. Même l'intérieur se montre minimaliste, avec tout ce qu'on trouve habituellement dans l'habitacle, rassemblé dans 4 petits cubes simplement posés sur la planche de bord. Ce style géométrique, en plus de se vouloir moderne et dynamique, rendait la voiture aussi plus légère et donc plus performante, mais permettait aussi de rendre tous les panneaux de carrosserie interchangeables et par conséquent de rendre la Peugette encore moins chère que la 104.
Argument qui aurait pu convaincre Peugeot de laisser Pininfarina produire ce petit coupé dans ses usines. Parce que oui, vous l'avez compris, ce cadeau n'était pas totalement désintéressé. En proposant une petite voiture fun, légère et pas chère, le bureau de design italien espérait surtout voir son carnet de commandes se remplir. Et ses usines continuaient à tourner. Malheureusement, cette fois-ci, c'est le rachat de Citroën qui a plombé les comptes de l'entreprise et renvoyé le projet dans les cartons. La 104, elle, sera bien rentabilisée par contre, puisqu'elle sera déclinée en LNA chez Citroën et en Samba chez Talbot. Samba qui, elle, aura quand même droit à une version cabriolet beaucoup plus conventionnelle. Mais pour revoir apparaître l'idée d'un roadster chez Peugeot, il va falloir attendre plus de 20 ans, car ce n'est qu'en 1998 qu'on pourra découvrir le concept 106 Spider. Présenté au Mondial de l'automobile, cette stricte 2 places marque le public grâce à sa face avant restylée, avec des feux en amande et un bouclier beaucoup plus enveloppant. Sa ligne légère s'étire vers l'arrière avec un pare-brise beaucoup plus incliné et des portières arrondies, et le becquet discrètement intégré à la poupe lui donne une petite touche de sportivité du plus bel effet. Une seconde maquette moins aboutie et qui abandonnait l'idée du becquet arrière a aussi été présentée en interne aux officiels de Peugeot qui ne donneront pas suite au projet, mais qui en retiendront quand même quelques éléments. En effet, cette nouvelle face avant, plus fine, servira de modèle pour le restylage de la 406 phase 2, mais surtout l'idée d'un toit rétractable dans un logement aménagé dans le coffre se retrouvera directement intégrée à la 206cc, une version un peu plus spacieuse et cossue que sa petite sœur, qui sera un véritable succès pour la marque et qui reste encore aujourd'hui un modèle très recherché par les amateurs. Comme quoi, en matière d'automobile, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Une dernière tentative de petit roadster verra rapidement le jour en 2008. En surfant sur la vague du néo-rétro, les designers de chez Peugeot vont s'inspirer de la 204 Cabriolet pour imaginer la 204 Urban Distinctive. Elle devait préfigurer la montée en gamme de la marque avec une ligne travaillée, une finition très soignée et des moteurs punchy. Malheureusement, des changements à la tête de la direction vont enterrer ce projet, préférant tirer un trait définitif sur le passé pour s'orienter vers une vision plus futuriste. Voilà, encore sûrement un beau gâchis si vous voulez mon avis, on dirait les mêmes qui ont refusé la 50 de chez Renault. En tout cas, entre la présentation de la 106 Spider en 98 et la sortie de la 206cc en 2000, les bureaux d'études de Peugeot ne vont pas en rester là à se tourner les pouces. Et là, je vais vous parler d'un modèle qui me tient particulièrement à cœur, puisque l'année 99 sera celle de la 306 HDI Concept. Comme je vous l'ai dit en intro, la 306, c'est la première voiture que je me suis achetée avec mes premières soldes de jeune engagé dans l'armée de l'air. Une 306 XN de base, 1,9 litre diesel, 67 chevaux, tout ce qu'il y a de plus basique, mais que j'ai gardé 10 ans, qui m'a fait traverser la France dans tous les sens sans jamais me faire défaut, et qui est parti pour de nouvelles aventures avec plus de 250 000 km au compteur. Bref, revenons-en à nos moutons de 1999, puisque c'est cette année-là que Peugeot va remplacer ses bons vieux blocs diesel à l'ancienne par des versions HDI qui feront le succès de la marque. Et pour marquer ce passage à la modernité, ils vont associer ce nouveau moteur à un concept de 306 break de chasse. Ici encore, tout est fait pour la rendre encore plus dynamique, avec une ligne de caisse qui s'étire vers l'arrière, un pavillon légèrement plongeant et des feux considérablement affinés. On y verrait presque là une référence à la 504 Riviera dessinée par Pininfarina en 1971. L'intérieur lui aussi est bien plus luxueux grâce à un habitacle entièrement garni de cuir fauve et d'alcantara bleu, auquel viennent s'ajouter quelques inserts de bois précieux. Mais bon, même si cette 306 HDI Concept était vraiment superbe, du moins à mes yeux en tout cas, elle n'était en fait que l'évolution logique d'un modèle plus ancien. Elle laissera donc sa place dès l'année suivante à un nouveau concept qui lui au contraire montrait la voie de l'avenir, la Prométhée. La Prométhée reprend un peu le style monocore qu'on vient de voir, mais montre déjà les lignes de celle qui arrivera en 2001, la 307. Si la face avant reviendra quasiment à l'identique sur le modèle de série, et que son pare-brise immense préfigure son toit panoramique vitré, on n'y retrouvera pas son système complexe d'ouverture de porte. Le côté conducteur est en effet équipé d'une unique porte qui coulisse vers l'avant, alors que le côté passager, lui, en possède deux, une qui s'ouvre de manière classique, à l'avant, alors que celle de derrière glisse elle aussi vers l'arrière. C'est d'ailleurs ce système qu'on retrouvera sur la 1007 qui fera un gros bide, preuve peut-être que toutes les idées ne sont pas bonnes à garder. Finalement, même si j'ai aussi eu une 307 SW un peu plus tard, je trouve que la 306 Concept, grâce à ses lignes galbées, possède une élégance et un dynamisme qu'on ne retrouve pas du tout avec la Prométhée qui paraît elle beaucoup plus lourde et un petit peu trop anguleuse à mon goût. Et ça, encore une fois, ce n'est que mon avis, alors je vous laisse en débattre dans les commentaires. Team 306, Team Prométhée, à vous de juger. Parce que faire une voiture plus anguleuse, ça peut aussi être une réussite. Et comme démonstration, je ne pouvais pas ne pas parler de la 504 e-Légende. Présentée au Mondial de l'automobile de 2018 pour le 50e anniversaire de la 504 Coupé,
Elle a été élue plus beau concept de l'année 2018 et elle a tellement fait sensation qu'une pétition en ligne a même été lancée pour demander sa commercialisation. Pétition que j'ai moi-même signée d'ailleurs, pas pour l'acheter parce qu'elle aurait été bien au-delà de mes moyens, mais juste pour espérer l'avoir un jour sur nos routes. Malgré la pétition qui a rassemblé plus de 62 000 signatures, Carlos Tavares a fait la sourde oreille, prétextant que pour rentabiliser un tel projet, Peugeot aurait dû vendre plus de 20 000 exemplaires à un peu moins de 80 000 euros. Pourtant, je suis sûr qu'en se passant de quelques éléments comme le volant rétractable, l'immense système d'infodivertissement bien trop grand dans l'habitacle, ou les écrans de 29 pouces dans les portes, et aussi avec une batterie un peu moins grosse, parce que oui, je vous rappelle que c'est une voiture électrique, on aurait pu facilement faire baisser le prix de l'engin tout en restant assez haut de gamme, et garder les 460 chevaux de la bête sous le capot. Malheureusement, que ce soit pour la e-légende ou chacun des concepts que je viens de vous présenter, la seule chance de les voir un jour, c'est de se rendre au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. On n'aura donc jamais la surprise de se retourner dessus en les croisant par hasard au détour d'une rue. Et même si elles ont chacune laissé leur empreinte dans des modèles de la marque, je trouve dommage que certains n'aient pas eu leur chance d'arriver à la portée du public. En fin de compte, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est continuer à nous rendre dans des rassemblements de véhicules anciens et espérer y croiser les modèles qui nous ont fait rêver. Mais surtout, à nous de continuer de faire vivre la passion automobile que la politique actuelle tente à tout prix d'effacer de notre quotidien. Enfin bref, si en attendant vous n'avez nulle part où vous rendre, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Profitez-en pour regarder quelques-unes des vidéos de ma chaîne. Et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro bien sûr. Allez, tchuss!